J'aime beaucoup la série des Resident Evil. La première fois que j'ai joué à un jeu d'horreur, c'était sur la GameCube, avec le premier jeu de la série. Depuis, j'en ai fait pas mal, des jeux d'horreur, et forcément, ça marche de moins en moins. Comme les films, plus t'en vois, plus tu repères les ficelles. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Au bout d'un moment, on finit par repérer directement les éléments scriptés, à comprendre ce que le jeu ne pourrait pas faire, à savoir quand est-ce qu'on n'est pas vraiment en danger. Depuis, de nombreux jeux de la série sont sortis, et récemment, Capcom est un peu revenu aux sources après s'en être beaucoup éloigné. Ils ont publié des versions totalement revisitées de leur premier jeu, une occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir ces titres. Du coup, avec la sortie de Resident Evil 9, j'ai envie de lancer une série sur cette licence que j'affectionne. On est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu, Resident Evil. Quand on lance une nouvelle partie sur Resident Evil, ça s'ouvre sur l'intro, et d'un coup, l'air devient lourd. Chris Redfield expose la situation en voix off. L'équipe Bravo des Stars a disparu, et nous, on part au secours. Les Stars, c'est une brigade d'élite de la police de Raccoon City, une ville dans laquelle il y a récemment eu de troubles en cas de cannibalisme. Nous, on fait partie de l'équipe Alpha, et rapidement, on finit par trouver l'hélicoptère de nos camarades, sauf qu'il ne contient rien de vivant. C'est inquiétant. Alors on cherche autour, on avance en groupe, mais on sent que personne n'est bien. Personne, sauf Albert Wesker. Lui, il reste froid, il reste droit. Wesker, c'est le capitaine de notre division, un mec entraîné, qui sait ce qu'il fait. Et là, premier drame. Une meute de chiens arrive, et ils sont agressifs. Ils ont l'air malades, complètement difformes, et d'un coup, ça dégénère. Ça se jette sur quelqu'un, ça va vite, trop vite. Alors on s'enfuit, c'est une course-poursuite. Dans la précipitation, Wesker a une idée, un manoir juste à côté, dans lequel on pourrait se réfugier. On rentre, on ferme, on respire. Enfin, on essaye. Parce qu'à ce stade, on a encore cette croyance un peu naïve. Un bâtiment, c'est des murs. Des murs, c'est une protection. Et si on est à l'intérieur, les chiens ne peuvent plus nous atteindre. Logique. Sauf que ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ce qui se trouve dans le manoir est probablement pire que ce qu'on a laissé dehors. Dans le manoir, on est trois, Barry, Wesker et nous. Dans le jeu, on peut jouer Jill ou Chris, et selon le personnage qu'on choisit, l'autre disparaît. Dans cette partie, on choisit Jill Valentine, alors Chris se volatilise. Au passage, Jill, c'est un peu le mode facile du jeu. On a 8 emplacements d'inventaire, là où Chris n'en a que 6. Rien que ça change la moitié du jeu. Jill démarre avec un crochet, donc on ouvre plusieurs portes sans devoir courir après des clés que Chris doit trouver. Jill demande moins de gestion et moins de gymnastique avec l'inventaire. Avec la disparition de Chris, Jill veut revenir en arrière, ressortir du manoir pour s'assurer qu'il n'est pas dehors, sauf que Wesker lui dit non. Interdiction. Les chiens sont dehors, donc on reste dedans. Pour le moment, ça sonne presque raisonnable. Et puis on entend un coup de feu. Wesker nous envoie vérifier la pièce. Et là, dans un couloir, on tombe sur le premier zombie. Il est de dos, plié sur un corps, en train de mâcher, la peau cireuse, un lambeau qui pend, et ce regard vide qui nous fixe. On panique, on recule, on retombe dans la pièce précédente où Barry est resté pour vérifier un truc. Barry ne cherche pas à comprendre, il abat le monstre. C'était quoi, ça ? Alors, un peu abasourdi, Barry et Jill décident de retourner voir Wesker. Sauf que dans le hall, Wesker a disparu. À partir de là, le jeu commence vraiment. Le hall, c'est grand, c'est beau, ça ressemble à un point central. Barry suggère qu'en se séparant, on pourrait retrouver Wesker et Chris plus rapidement. Alors Barry part d'un côté, Jill de l'autre. Cette décision a une vraie conséquence. C'est maintenant qu'on est seul. Vraiment seul. Pendant notre exploration, contrairement à beaucoup de jeux récents, on ne nous explique presque rien. Dès qu'on arrive, il y a plein de portes fermées. On comprend directement le programme. Ça va être des allers-retours, des détours, explorer chaque recoin, et pouvoir mourir à tout moment parce que le manoir grouille de zombies. Si on meurt, on revient à la dernière sauvegarde, sauf que les sauvegardes dans ce jeu, c'est un peu particulier, on peut pas le faire n'importe quand. Il faut tomber sur une machine à écrire et surtout, avoir un ruban sur nous. C'est un objet, comme une boîte de munitions. On en consomme un pour chaque sauvegarde. Si on n'en a pas, on ne peut simplement pas enregistrer la progression. Dans le jeu, il y en a un nombre limité, donc on réfléchit avant de cliquer sur oui. On se demande si on aurait pu explorer un peu plus avant d'enregistrer. Parfois, ça nous pousse à prendre des risques inutiles. Un autre truc qui fait la force de Resident Evil, c'est les décors et l'ambiance. Ce jeu est en plein de caméras fixes. On n'a pas une caméra libre, on traverse les cadres, un par un, comme si le manoir nous regardait passer. Les remakes de Resident Evil 2 et 3, ils partent sur une recette plus moderne, caméra derrière proche du personnage, mais le 1, lui, il reste sur sa tradition, et quand on y rejoue, on capte directement pourquoi ça marche. Les caméras, elles participent à l'angoisse, on avance, on voit un bout de couloir, mais on ne voit pas le coin d'après. On sait qu'il y a forcément un angle mort, on fait 3 pas et on a déjà l'impression d'être observé, coincé dans une mise en scène qu'on ne contrôle pas, on l'a subit. Assez souvent, ce qui nous permet de savoir qu'il y a un zombie avec nous, c'est le bruit. On passe une porte et on entend des grognements, alors on vise. On remarque que Jill ne pointe pas son pistolet en face d'elle. Elle vise quelque chose que elle voit, et du coup on tire, à l'aveugle, dans le hors-champ, et on espère juste que ça touche. Au début, on explore le manoir comme un touriste, on essaye des portes, on récupère des objets dont on ne comprend pas l'utilité. Le jeu nous force à l'examiner, regarder un objet, le tourner, lire ce qu'il raconte, comprendre à quoi il sert. Et pendant qu'on fait des allers-retours pour tester les objets partout, le manoir montre doucement son vrai visage. C'est un labyrinthe. Tout est pensé pour nous faire croire qu'on progresse alors qu'en réalité on tourne en rond. Et au passage, le jeu commence à punir certains comportements. Quand on nettoie un couloir pour être tranquille, un zombie tué qui a encore sa tête peut se relever et muter en Crimson Head. Plus rapide, plus agressif et surtout placé exactement là où on repasse tout le temps. Il y a quand même une solution, les brûler tant qu'ils sont à terre. Alors on sort la flasque, on met du kérosène et on allume.
Sauf que le kérosène, comme à peu près tout dans ce jeu, c'est pas infini. La gourde a peu d'utilisation, du coup on hésite. Est-ce qu'on dépense de l'essence ici? Ce passage va rester obligatoire pendant un bon moment. Est-ce qu'on garde la ressource en se disant qu'on va peut-être ouvrir un raccourci dans 10 minutes et ne plus jamais repasser par là? C'est ça Resident Evil, c'est un jeu d'économie, on compte tout, on garde tout. Un ruban c'est pas juste une sauvegarde, c'est une décision. Le jeu nous pousse constamment à craindre la potentielle pénurie. Bon, ok. Petit à petit, de plus en plus de portes s'ouvrent. On enchaîne des salles, des objets à combiner. Dans cette phase, on trouve un fusil. Et évidemment, ce n'est pas gratuit. Ça déclenche un piège. Heureusement, Barry est là. Il arrive et il nous sort de cette situation. Barry nous dépanne plusieurs fois d'ailleurs, mais à chaque retrouvaille, Jill et Barry reviennent à cette même idée. L'optimum pour progresser, c'est de se séparer. Ensuite, on met la main sur la clé armure. Des clés comme celle-là, avec des symboles, il y en a plusieurs. Chacune ouvre son lot de portes. Alors le manoir s'ouvre encore. On trouve Richard, un de nos coéquipiers, sauf qu'il est blessé. Soit on bouge, soit on le regarde crever. Donc on court trouver un sérum. Le plus ironique, c'est que même si on y arrive, il finira dans tous les cas par mourir un peu plus tard. Cette mission, c'est pas une opération commando, c'est un massacre. Nous, on essaye juste de survivre. Et puis il y a ce moment qui nous remet à notre place. On est dans un couloir et là, une vitre se brise d'un coup sec. On sursaute, le cœur fait un bond et avant même de comprendre, il y a un chien qui traverse l'ouverture, qui nous saute dessus. Jusque-là, le jeu nous endort avec des monstres lents, lourds. Et là, sans prévenir, la peur devient rapide. Ce qu'on avait fui dehors a trouvé un accès. Ça me rappelle les chiens dans les jeux From Software, Dark Souls, Bloodborne. Je déteste les chiens dans les jeux vidéo. Ils sont souvent plus rapides que les autres monstres, plus rapides que notre personnage et on se retrouve dans une situation de panique, à spammer, à perdre nos moyens. Après ça, on doit réunir des masques mortuaires qu'on doit placer sur des tombes dans un cimetière. Donc on repart dans le manoir, on récupère, on revient, encore et encore. Pour récupérer un de ces masques, on se retrouve d'ailleurs confronté à un serpent géant. Jill se fait mordre et tombe inconsciente à cause du venin. Heureusement, Barry nous vient encore en aide. Quand on reprend connaissance, on est sur un lit. Barry est parti. Et là, on se dit un truc. Barry, c'est un peu notre repère. Le seul visage qui revient, le seul qui nous remet debout quand on a besoin. Après ça, on a enfin tous les masques. Alors on retourne à la tombe, on place les 4 éléments et ça déclenche un événement. Un cercueil dans lequel on trouve un médaillon devient accessible. Grâce à cet objet, on ouvre un passage qui nous éloigne enfin du manoir. Pour la première fois, on a enfin l'impression de quitter ce cauchemar. Alors on traverse les chemins boueux, on avance vers une cabane dans les bois. Sauf qu'à l'intérieur, pendant qu'on fouille, quelque chose nous assomme. Jill reprend connaissance dans une cabane, et rapidement, ce qui l'a assommé se révèle. Une créature voûtée, des bras trop longs, elle se déplace entraînant quelque chose avec elle. Des chaînes, quelqu'un avait enchaîné cette chose. Le pire c'est sa tête, enfin ce qu'on devine de sa tête. Elle porte un masque, fabriqué avec quelque chose d'organique, immonde, une espèce d'assemblage de peau cousue. Quand on la voit dans cette cabane, on n'a pas l'impression d'être face à un boss. On a l'impression d'être tombé sur quelqu'un qui n'aurait pas dû survivre dans cet état. Alors on est attentif, et dès qu'une ouverture se présente, on en profite pour s'enfuir le plus loin possible de cette chose. Après cette séquence, le jeu nous pousse vers une toute nouvelle zone, une résidence. Ici, on croise des araignées gigantesques, infernales. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà demandé à qui servent les modes arachnophobie présents dans certains jeux, bah c'est à moi qu'ils servent. Récemment, un des trucs les plus crispants que j'ai vu, c'était dans Satisfactory. Je pensais seulement conceptualiser une usine, et finalement, je me suis retrouvé face à des monstruosités vaguement arachnéennes. La résidence, c'est pas un grand hall, c'est un dortoir, un logement pour du personnel et des gardes. Un couloir d'entrée qui dessert plusieurs portes numérotées, et à côté des pièces de vie, un bar, une salle de pause. En explorant cet endroit, derrière une porte, on perçoit une discussion. C'est Barry et quelqu'un d'autre. Les quelques lignes qu'on entend sont perturbantes. Barry dit à son interlocuteur qu'il n'avait pas besoin d'éliminer les Stars. On comprend qu'on n'aurait vraiment pas dû entendre ça. Alors on entre. Surprenamment, Barry est seul, et il noie le poisson. Il ne nous laisse même pas vraiment poser plus de questions. Il prétexte qu'il a besoin de prendre l'air, et puis il s'en va. Ça recommence, on est encore seul, toujours seul, mais avec des interrogations en plus. En continuant notre exploration, on tombe sur des notes, des trucs écrits laissés par des gens. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, des journaux intimes, des rapports d'incidents, des codes, des mémos passés entre les employés. Resident Evil raconte le plus gros de son histoire comme ça. Les réponses ne nous sont pas livrées sur un plateau, avec des cinématiques. On ramasse un document, on lit une date, un nom, un bout de phrase et on recolle les morceaux. Et ça revient dans toute la série. On retrouve cette même manière de raconter dans Resident Evil 2, puis dans le 3. Et du coup, à ce moment de l'aventure, malgré le silence de Barry, grâce aux notes qu'on a récupérées, on peut déjà déduire beaucoup de choses. Le manoir et la résidence, ce sont des façades. Quelque part, il y a un laboratoire secret et un accès caché. De ce labo, une expérience, le virus T, s'est échappé. Je comprends aussi des choses sur le monstre, celui qui nous a attaqués dans la cabane. Cette chose avait un nom, Lisa. Elle faisait partie de la famille Trevor, des expériences ont été faites sur eux. Lisa n'était pas un simple zombie comme les autres, c'était le résultat d'expériences longues. Une survivante d'un protocole qui avait mal tourné, bien avant la nuit actuelle. Finalement, en fouillant la résidence, on finit par trouver un accès vers une zone souterraine. Et là, on tombe sur un bassin, immense, circulaire, de l'eau partout, et il y a des requins. Sauf que l'eau nous arrive aux genoux, donc on patauge. Les requins peuvent nous attaquer. Du coup, on se précipite le plus rapidement possible vers une salle de contrôle. Quand on y arrive, l'ambiance change d'un coup. Des voyants, des leviers,
Tout ici a l'air étrangement moderne comparé au reste. Sauf qu'on n'a même pas le temps de se poser. Un requin fonce dans la vitre, une alarme se déclenche, et là, en haut à gauche, il y a un pourcentage qui apparaît, et il descend. Ça représente l'intégrité de la pièce, donc on réfléchit pas longtemps. On agit, on appuie sur des boutons, on baisse des leviers. C'est comme un escape game, sauf qu'on n'a pas le luxe de comprendre. On fait juste ce que le jeu nous laisse faire, et on prie pour que ça suffise. Heureusement, on parvient à faire les bonnes manipulations, et tout se repose d'un coup. Le bassin se vide, et plus bas, on retrouve les requins zombifiés, sans eau, qui ne meurent pas. Alors on abrège leur souffrance, et on récupère une clé qui déverrouille de nouvelles zones dans la résidence. En y retournant, on trouve une plante géante, encore une expérience qui a du mal tourné. Et surtout, on retrouve enfin Wesker. L'interaction avec lui est étrange, il semble surpris qu'on soit encore en vie. Il est toujours calme, froid. La justification qu'il avance pour expliquer sa disparition semble louche. Et puis il parle de Barry, il trouve son comportement suspect. Jill semble d'accord, moi je suis pas convaincu. Et puis sans trop en rajouter, il nous commande de revenir au manoir pour débloquer des portes qui sont encore verrouillées. Alors, sans plus de questions, Jill respecte l'ordre direct de son capitaine. Elle retourne dans le dédale de couloir. De retour au manoir, on continue nos recherches. On n'a toujours trouvé aucune trace de Chris, mais on a de nouveaux objets clés et de nouvelles connaissances. Trouver ce laboratoire devient un nouvel objectif implicite. Sauf que le jeu, lui, ne nous laisse pas vraiment souffler. Il rajoute une couche à la surenchère. Un nouveau type de monstre fait son entrée, avec une cinématique, les Hunters. Et là, la vitesse change. Ce sont des monstres avec des griffes sur les 4 membres, musclés. Ils bondissent. À partir de là, ces brutes sont partout dans le manoir, littéralement. Les couloirs qu'on connaissait deviennent des pièges où on peut se faire découper avant même d'avoir compris d'où ça venait. Et comme si ça ne suffisait pas, le serpent géant qui avait mordu Jill, il revient. Il réapparaît pour une deuxième rencontre, dans la bibliothèque du manoir. Une grande pièce sur plusieurs niveaux. Il est énorme, lourd, il glisse, il nous coupe la route. Alors on recule, on tourne. On essaye de jamais se laisser coincer dans un coin. Parce que lui, il ne fait pas semblant. Il mord et s'il parvient à nous attraper correctement, il peut carrément enrouler Jill et l'avaler. Donc on fait le seul truc possible. On garde la distance et on tire dans sa tête. Et puis à un moment, il finit par lâcher. Le serpent s'affaisse, il se replie sur lui-même et d'un coup, la pièce semble vide. Un peu plus loin, on tombe sur Enrico, un autre membre du Stars, de l'équipe Bravo, qu'on est venu secourir. Et là, une cinématique se lance. Il est blessé, il regarde Jill, il souffle et sa première question c'est « Est-ce que tu es seul ?» Jill répond. Enrico a compris un truc. Les Stars, c'est fini. On est déjà mort. Il parle d'un traître dans l'équipe, et il lâche un nom. Umbrella, une corporation. Tout ça, c'était un piège, sauf qu'il n'a même pas le temps de finir. Un coup de feu retentit. Ça vient de derrière. Enrico se fige et il ne répond plus. Alors Jill se précipite. Elle regarde, elle cherche, mais c'est trop tard. Le tireur a disparu. Et nous, on reste plantés là, avec trop peu de réponses pour toutes les questions. Le manoir, lui, continue comme si de rien n'était. On fait toujours nos allers-retours. Au bout d'un moment, on trouve un second médaillon, comme celui qui nous a donné accès à la résidence. En observant plus attentivement, on remarque que dans le hall, là où tout a commencé, il y a une grille avec 2 emplacements, qui semblent correspondre à la perfection. Alors, on résout le puzzle, on ouvre la grille, et là, on entend un hurlement, un cri monstrueux qu'on reconnaît. Lisa. Pourtant, on ne peut pas s'arrêter, pas si près de la solution, alors Jill dévale les escaliers, elle s'enfonce dans les profondeurs du manoir, dans l'inconnu. On arrive dans une nouvelle zone, des galeries creusées dans la roche, et très vite, on retombe sur Barry. Sauf que là, il a un comportement étrange, il planque une arme, derrière son dos. Pour Jill, c'est trop, elle braque son arme sur lui, elle veut des réponses. Enrico est mort, Richard est mort, Chris a disparu, elle est fatiguée de courir après des morceaux. Là, elle veut comprendre. Sauf que cet échange tendu est interrompu. On entend ce bruit, qu'on connaît déjà, ce frottement métallique, des chaînes. Lisa est là, et elle est encore pire qu'avant. Son corps a changé, ça déborde, ça pend, des tentacules s'agitent dans son dos. Donc Jill lâche Barry. Pas par confiance, juste parce qu'on n'a pas le temps. Et puis on affronte Lisa à 2. Et pendant ce combat, au milieu de la pièce, une tombe s'ouvre. D'un coup, Lisa s'arrête, figée sur place. Elle semble ailleurs. Et puis elle s'approche, comme si on n'existait plus. Un bout de ce qu'elle était avant refait soudain surface. Elle dit quelque chose d'humain. Maman. Et puis elle attrape un crâne dans la sépulture. Et sans prévenir, sans qu'on s'y attende, elle se jette dans le vide autour. Sous le choc, Jill abandonne l'interrogatoire qu'elle avait lancé plus tôt avec Barry. Et puis ils discutent. Ils se mettent d'accord. Jill va fouiller l'endroit pendant que Barry reste ici, au cas où la créature reviendrait. Et finalement, un peu plus loin, on le trouve enfin. Le laboratoire, l'endroit qu'on cherchait depuis tout ce temps. Et là, on change complètement de monde. Le bois et les tableaux, les tapisseries, c'est fini. On arrive dans des couloirs métalliques, des néons, des portes épaisses. Et puis on trouve des zombies en blouse. La création a contaminé les créateurs. Dans le laboratoire, on tombe sur beaucoup d'écrits, des fichiers sur des ordinateurs, des diapos, des notes techniques. Et ça vient enfin compléter le tableau, ce nom qu'Enrico avait prononcé, Umbrella. On comprend que le domaine entier appartient à cette multinationale. Officiellement, c'est une compagnie pharmaceutique. Officieusement, ils produisent des armes biologiques. On capte comment l'épidémie a démarré. On voit des dates, on voit la montée. Un accident au labo, dans ce sous-sol. Puis ça se propage, et on sent la bascule au fil des entrées. Et puis l'incident a été géré comme une opération. Pour Umbrella, c'était l'opportunité de faire des tests. Ils avaient prévu de faire venir le Stars ici, de les faire lutter contre leurs armes biologiques pour récupérer des données de combat, puis de raser le labo avec le personnel et les cobayes, et de faire passer ça pour un accident.
Alors on continue à se frayer un chemin dans le laboratoire. Dans certaines salles, les aérations s'ouvrent et ça crache des trucs qui n'ont même plus une forme lisible. Ça saute dans tous les sens. Alors on avance en se demandant à chaque pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus, littéralement. Et puis, derrière une porte, on le trouve enfin, Chris, vivant, enfermé dans une cellule. Jill échange 2 phrases avec lui. Il a la voix fatiguée, mais il est lucide. Il dit que dans les labos, il y a forcément quelque chose de plus gros. Et le problème, c'est que ça ne s'ouvre pas. Donc on remonte. On se dit qu'on repart pour notre routine, aller et revenir encore. Sauf que sur la route, on recroise Barry. Et cette fois, ils ne se séparent pas. On fait un bout de chemin ensemble. On parle un peu, on marche. Et puis, on passe la porte de trop. Une salle avec des ordinateurs et des trucs scientifiques. Au fond, il y a un écran. Et Wesker, il est là. Lunettes de soleil vissées, comme si rien ne l'atteignait. Pas une trace de panique, pas une goutte de sueur. Et d'un coup, Barry braque son arme sur Jill. Wesker prend la parole. Une voix plate, sans se presser. Il explique que Barry est tenu. Le chantage est simple. S'il n'obéit pas, sa femme et sa fille y passent. Puis il ordonne à Barry de partir. Donc Barry s'en va, et cette fois c'est Wesker qui nous vise. Il lâche le reste. Umbrella, il s'en sert. Il les a manipulés pour récupérer quelque chose. Et là, pendant cet échange, on aperçoit ce dont Chris parlait. Une cuve, juste à côté. Un corps énorme, humanoïde mais pas humain, avec des griffes qui ressemblent à des épées. Le tyran. La marque indissociable des jeux Resident Evil. Et sans qu'on ait plus le temps de réfléchir, sans que Wesker ait le temps de finir, un coup de feu. Barry a tiré sur Wesker. Sauf que c'est pas fini. Wesker profite de la seconde où Jill s'adresse à lui et il appuie sur un bouton. Alors la cuve se vide. Le tyran bouge. Cette chose est vivante, il se réveille et il brise la vitre comme si ce n'était qu'une plaque de polystyrène. Aussitôt, il envoie Barry et Wesker dans le décor. Alors on reprend le contrôle, et on comprend tout de suite. On ne va pas pouvoir gérer ça. On tire, on tourne, on recule, on essaye juste de ne pas se faire attraper. On vide les chargeurs qu'on avait accumulés au cas où. Finalement, l'option qui semble la plus viable, c'est la fuite. Alors Jill se jette sur Barry, elle l'aide à se relever, et on s'en va aussi vite qu'on peut. Derrière, une alarme se déclenche. La séquence d'autodestruction du complexe a été enclenchée, alors on court, on revient à la cellule de Chris, on déverrouille enfin la porte et on le sort de là. On se retrouve tous les 3, plus vraiment une équipe, plutôt 3 survivants qui courent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, direction le toit. Ils envoient une fusée de détresse, sauf que le tyran n'a pas abandonné. Il revient, pour la dernière fois. Et là on comprend, c'est lui ou nous. On le bombarde, Chris et Barry se font balayer. On continue parce qu'il n'y a pas de plan B. On vide les chargeurs de toutes les armes qu'on a collectées jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a difficilement accumulé pendant des heures part en fumée sur ce monstre et au dernier moment, l'hélico arrive. Brad envoie un lance-roquette sur notre plateforme. On se jette dessus, on vise, on tire. Le tyran explose. Tout le monde est en vie. Alors, on grimpe à l'hélico, on décolle, et derrière nous, tout explose. Le complexe part avec ses portes, ses notes, ses monstres. Les personnages ont vu des choses qu'ils n'étaient pas censés voir. On laisse derrière nous un manoir, un laboratoire, et des couloirs entiers remplis de preuves qu'on ne pourra jamais brandir. Et surtout, on laisse une version de nous-mêmes, coincée là-bas, quelque part entre 2 portes à compter les balles et les rubans. Resident Evil, ce n'est pas juste la peur des monstres, c'est la peur du manque. Le plus dérangeant dans cette histoire, ce n'est pas Lisa, ni le tyran. C'est la logique derrière tout ça, une multinationale qui utilise des humains comme des cobayes, et des gens prêts à faire taire n'importe qui à n'importe quel prix. Alors oui, on repart en se disant que le problème du virus est réglé. Le complexe est détruit, l'épidémie est restée là, enterrée avec ses machines à écrire et ses énigmes. On veut y croire parce que sinon, qu'est-ce qu'on a gagné exactement ? Comme je disais au début, cette vidéo c'est le début d'une série que j'aimerais faire sur Resident Evil, comme j'ai pu faire sur Final Fantasy. J'ai fait une playlist avec tous les futurs épisodes qui va s'afficher dans quelques instants. J'espère que je ne serai pas trop long pour sortir une vidéo sur Resident Evil 2. Parce que cette histoire, même quand on pense l'avoir confinée, elle a un talent particulier, revenir frapper alors qu'on pense que tout est terminé. Enfin voilà, Resident Evil, en gros, c'est ça.